Bonjour et bienvenue sur Lisa se livre. Alors, après le portrait de Meg, on a droit à la chronique des épureurs. Alors, c'est le premier tome, je recommence, je vais encore la stresser. Normalement, il y a plusieurs tomes. Oui. Et quand vous référez au portrait, il y a plusieurs tomes qui vont arriver. Moi, je ne vais pas la stresser sur ça, je vous le dis. Je l'ai acheté l'année dernière donc, au Salon de Lyon des Indés. Donc, c'est le premier livre que j'ai acheté. Et c'est le premier que j'ai lu quand je suis repartie. Et puis la demoiselle, je l'ai recroisée. Et puis je me suis dit, oh là là, il faut que je la présente. Parce que voilà, c'est comme ça. Il y a des gens comme ça, vous dites, il faut les présenter, il faut leur montrer les bouquins. Donc je vais la laisser présenter son bouquin, vous donner un résumé, puis après on papote brièvement, enfin en tous les cas une quinzaine de minutes, on va papoter du roman pour vous donner envie, de le lire, peut-être de la pousser à écrire la suite. Bonjour Meg. Bonjour. Donc, présentation des épureurs. Oui. Alors, les épureurs, c'est l'histoire de la sélection au métier d'épureur. Donc, c'est une sélection qui se passe dans la tour, qu'on voit sur la couverture. Et du coup, il y a des candidats présélectionnés qui arrivent. Tu as vu, je fais la dame de la vitrine. Mais c'est parfait, tu le fais très bien. Et ils vont passer différentes épreuves qui vont permettre de vérifier s'ils ont les capacités pour devenir épureurs. Donc, il y a beaucoup d'entraide, de cohésion, de dépassement de soi, de trouver des ressources en soi qu'on ne se connaissait pas, etc., pour aller un petit peu plus loin. Et donc, il y a 3 grosses phases en fait sur la sélection qui vont permettre de tester différentes choses. Et à l'issue de chacune des phases, il va y avoir un certain nombre de candidats qu'on va laisser de côté pour affiner un petit peu la sélection au fur et à mesure. Et donc, on comprend à la fin ce qu'est ce fameux métier d'épureur. Il n'est pas présenté dès le début. Non. Et d'ailleurs, tant mieux. Je vous le dis tout de suite. Non, mais c'est le suspense aussi, c'est de savoir c'est quoi ce truc. Parce qu'en fait, quand on commence à lire, on se dit mais c'est qui quoi les épureurs? On a beau regarder la 4e de couverture et tout, on se dit elle va nous donner un indice. Hein, Et alors, d'où t'es venue cette idée? Parce que c'est quand même pas banal. Je pense que... Alors, je vais essayer de ne pas spoiler la fin. Hein, parce que... Non, sinon... Non, mais disons que voilà, j'ai essayé. Si tu fais ça, je vais biper, sachant que je ne sais pas comment biper. Oui, voilà. Sur les autres, je sais biper, là, je ne sais pas sur le nouveau. Donc en fait, j'ai essayé, j'ai voulu mettre plein de choses que j'aimais bien pour construire l'histoire. Alors déjà, je suis une grande fan des séries, des sagas, etc. Donc c'est pour ça que dès le départ, j'ai pensé à plusieurs tomes, mais ce qui est un gros objectif. Mais parce que j'aime bien retrouver les personnages, en fait, s'attacher à des personnages et puis les retrouver plus tard. C'est un truc que j'aime beaucoup. Donc j'ai essayé de construire des personnages que j'aime bien. J'ai mis un petit peu cette espèce d'ambiance Koh-Lanta, etc., où on élimine les gens au fur et à mesure. C'est quelque chose que j'aime bien aussi, finalement, comme peu en oui, c'est sympa aussi comme endroit. Et puis après, ça développe des thèmes qui m'intéressent. Ça parle de neurosciences, par exemple. Ça allie aussi des nouvelles technologies et des notions d'une société différente, parce que la société... surtout que là, tu l'as propulsé en 2138, donc automatiquement, voilà. Ça projette par toutes les avancées qu'on pourrait faire depuis aujourd'hui jusqu'à cette fameuse date. Et puis, il y a aussi le fait que les épureurs, ils sont attachés à une organisation qui est différente de la nôtre, un système qui est le système des réalistes et qui est un petit peu expliqué. Et en fait, l'organisation du monde est complètement différente. Ouais. Et ça m'intéressait aussi d'essayer de développer une vision différente et une organisation différente du monde. Et donc, c'est assez un roman utopique. C'est-à-dire que c'est un peu l'idée d'une société qui essaierait de fonctionner pour améliorer les choses et pas pour le fonctionnement économique. Mais plus moi, quand je l'ai lu, j'ai plus pensé à de l'utopie. Ouais. Plus dans le genre science-fiction utopie et de voir que tu avais créé une société complète. Parce qu'en fait, tu as créé une société complète avec toutes les étapes que ces personnages vont subir, ou en tous les cas qu'ils vont subir ou qu'ils n'ont pas envie, ou qu'ils ont envie, etc. Parce que chacun a sa motivation perso. Hein. Alors là, oui. Il y en a certains, c'est déboulé quand même. Mais non, c'est vrai, il y en a certains, c'est quand même, tu as envie de leur taper dessus. Mais je trouvais que quand
quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit, moi j'aime bien, enfin je suis pas une pointure en science-fiction, mais j'ai lu les classiques, etc. Mais j'aime bien l'utopie et l'uchronie dans les science-fiction, parce que je trouve que ça peut permettre de faire passer des idées qui peuvent être actuelles, ou en tous les cas des choses qui se passent maintenant, des thèmes qui sont chers à nos cœurs, mais dans une société qui est complètement inventée, mais du Oui, fond en comble. Et du coup, oui, tu oui. l'as inventé comment? Par rapport à quoi? Tu t'es basé sur Alors, quoi pour la montée de ta société? moi, j'aime beaucoup les univers de dystopie, les films de dystopie, j'aime Mhm. beaucoup. Après, dans ces univers-là, souvent, j'aime bien l'histoire, c'est original, etc. Ce que j'ai toujours du mal à comprendre, c'est pourquoi le méchant est-il aussi méchant. Et voilà, du coup, je me disais, ben non, moi, j'ai pas forcément envie de mettre des méchants. Et c'était un peu aussi mon idée du livre en me disant, est-ce que ce serait possible de construire une aventure où il n'y a pas de méchants? Et au final, il se passe tellement de choses, les héros jouent des choses entre eux sans avoir besoin d'avoir quelqu'un qui est le méchant et qui en fait baver aux autres. C'est plutôt les missions et les épreuves qu'ils doivent passer qui font que ça les éprouve et qu'ils doivent se dépasser. Et Oui, ou qui peuvent être méchants sur le moment pour quelque chose qu'ils ont envie d'avoir, mais qui ne sont pas oui, foncièrement méchants. voilà, ou parce que la situation fait qu'ils sont complètement éprouvés et qu'ils ne peuvent plus gérer, et du coup ils explosent, ce qui arrive à tout le monde en fait. Oui. C'est pas une méchanceté intrinsèque, c'est bon, des fois on pète un câble. Oui, parce que très souvent, ce que tu dis dans ces sagas-là, et surtout dans les dystopies, c'est souvent il y a un gros pourritos qui est vraiment mauvais, 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 et en fait, il n'y a pas de nuance. Moi, c'est souvent Oui, ce que je reproche aussi, c'est qu'il n'y a pas la nuance dans les personnages que, bon, dans la vie publique, il y a des gens qui sont gentils, d'autres qui sont très méchants, mais même dans le très, très méchant ou le très, très gentil, il y a quand même un fond quelque part. Donc, et là, souvent dans ces sagas, il n'y a pas. Alors que là, il n'y a pas un méchant, comme tu dis, mais il y a des pointes de temps en temps où tu sens que derrière, il y a un personnage où tu gratouilles un peu, il sera un peu sombre le personnage, mais qui n'est pas sombre, mais vraiment pour faire du mal. C'est oui, c'est vraiment les parce qu'il a circonstances subi qui d'autres font, choses derrière ou qu'il a un passé qui traîne comme un boulet ouais, et qu'il n'a pas le choix. Et tes ouais, c'est un peu personnages, ça. tu les as choisis comment? Parce qu'en fait, ils sont particuliers, tous tes personnages. Alors, il y en a certains, par exemple, il y a Jove, c'est un des épureurs qui anime la sélection. Lui, c'est un acteur dans une série où j'aimais beaucoup le personnage qu'il avait, qui était très sûr de lui, arrogant. Et voilà, j'avais envie de. Je pense que quand j'ai vu cette série, où je me disais, ouais, j'aime bien ce type de personnage, j'ai envie d'avoir un personnage un peu Un mec comme comme ça. ça, ouais. Oui, Ouais, qui est peut-être à vraiment. claque, un peu sûr de lui, que tu as envie de lui dire, viens, Ouais. énervé. Mais en même temps, il est encore plus énervant parce qu'il réussit toujours et qu'il a Oui, raison. c'est Donc, ça. voilà. C'est le premier de la classe, insupportable. Tu as envie de lui dire, putain, il veut jamais, il va se Un peu casser de la figure. modestie, ça ferait pas de mal. Ouais, chaton, tu peux y aller cool quand même de temps en temps non, 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 c'est moi le plus beau du quartier, Après, quoi. Moi, il y a un un peu comme mon personnage chat. il y a un personnage qui est Nel, qui est Ouais. guadeloupéen. Lui, c'est un personnage que j'aime beaucoup et qui est inspiré de quelqu'un qui existe vraiment. Mais Et moi, je l'aime bien, en fait. Au début, ouais, j'aimais bien, mais ouais, j'ai bien aimé. Même Clarissa, et elle m'énervait un peu, mais je l'aimais bien. ouais, bah, Clarissa, elle a plus. Nel, il est très stable, très Ouais. serein, Oui, très. c'est-à-dire que tu peux aller faire les épreuves avec lui. Tu sens que tu peux y Ouais, aller, quoi. Il y en a voilà. certains, tu te dis, ah non, peut-être pas y aller avec lui parce que ça va Ouais, être un voilà, c'est ça. plomb en milieu. Donc, non, je Et pense que c'est après, une bonne chose. ouais, il y a certains personnages. Rego, j'aime bien aussi. C'est Mhm. un peu le petit foufou qui est là pour sortir de l'ambiance paternelle, voilà, qui Là, fait sa voix et qui est pas forcément aussi investi que les autres et un peu plus en mode rigolade, quoi. Et oui, il est là. En fait, lui, vraiment, il a l'air d'être d'un koh. C'est-à-dire qu'il est vraiment là pour se marrer. Tu te dis, oh, le garçon, il est là, il est tout content. Et tout. Tu dis, chaton, tu sais que c'est des sélections quand même. Mais c'est marrant parce qu'en fait, il a ce côté un peu joyeux. oui, Un peu un petit lutin. On avait l'impression que c'était un petit lutin qui était là pour mettre un peu très d'ambiance. avenant, toujours à Ouais, aller. ouais, il est là. Tu as l'impression qu'il parle avec les mains toutes les 5 minutes et qu'il Oui, papote, voilà. etc. Tu te dis, il est sympa Bah, celui-là. il vient d'Italie, donc ça va avec le Bah, personnage. je pense que c'est le genre de mec dans une cantine, c'est celui qui anime la table et que tout le monde veut aller à la table bouffer avec lui parce qu'il est sympa. Ouais, voilà. Oui, ouais, c'est ça. Et puis les filles, il y a Célène, Clarissa et Nora. Donc, oui, Clarissa, elle est plus. Elle traîne des choses. Donc, Ouais, il a un passé assez. ouais, elle doit vraiment se dépasser, elle, dans Hmm. les différentes épreuves.
Et voilà, il y a Célène qui est la belle-fille que tout le monde aime bien de base, mais qui a voilà, un peu de faille aussi, de timidité, de manque de confiance en elle. Sauf les filles. Sauf les filles. Non, mais elles s'entendent Non, bien. non, elle s'entend à peu près avec tout le monde d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, non. Ouais. Non, en fait, il n'y a pas trop de rivalité. Un petit oui. peu. Mais alors, il n'y a pas de cette rivalité souvent dans justement les dystopies ou dans les sagas. Il y a toujours une rivalité entre les filles. Généralement, il y a deux filles qui veulent le même garçon ou pas le même, et qu'il y a toujours cette espèce de rivalité, comme si les filles ne pouvaient pas s'entendre entre elles. Voilà. Comme si comme s'il y avait un garçon, il fallait d'abord qu'elles se disputent voilà, le garçon. comme si c'était le seul que même s'il n'y a pas de garçon, il faut qu'elles se disputent. Oui, et puis comme si voilà, les atouts d'une rendaient jalouse l'autre, alors que pas forcément. Voilà. Que théoriquement, si on se met ensemble et qu'on n'a pas les mêmes atouts, on va aller plus vite, quoi. Mais voilà, c'est ça. Ouais. Et tes personnages, parce qu'ils sont vraiment bien ciblés, bien décrits, bien détaillés, tu les as montés comment? Tu as fait des fiches pour eux à chaque fois, ou tu t'es basé par exemple sur plus en les décrivant physiquement ou moralement, ou comment tu les as construits? À part au fil du récit, mais en amont. Il y a pas mal de personnages, donc il y a les personnages principaux et puis ceux qui viennent en annexe qu'on voit un petit peu moins. Sur les personnages principaux, j'ai besoin moi de me les représenter, surtout sur les scènes où je les fais interagir, parce que c'est comme si je voyais le film dans ma tête. J'ai besoin qu'ils aient une forme physique. Du coup, je cherche des photos d'acteurs, etc. Voilà. J'ai eu la primeur. Et voilà, ça m'aide à leur donner. D'ailleurs, on était d'accord pour certains. Oui, c'est ça. Ouais, tu les voyais un peu comme. Oui, je les voyais à peu près comme ça, comme quoi. Voilà, comme quoi ça se figure bien. Et donc il y a l'aspect physique et puis après l'aspect psychologique. J'essaye de leur construire un petit peu leur histoire aussi et leur. Des fois, des fois, ça vient au fur et à mesure. Surtout que là, ils passent des épreuves et au final, parfois, dans une épreuve, je me dis, ah bah là, ce personnage, il va avoir plus de mal parce qu'il y a telle ou telle chose, etc. Donc, il y a des choses qui se construisent aussi au fur et à mesure sur les personnages. Est-ce que tes personnages ont pris la main, comme quelquefois ça arrive, qu'il y en a un ou deux, ou tous? Alors là, c'est plus ennuyeux si tout prend la main, mais un ou deux qui prend la main et qui en fait te pousse à revoir tout ce que tu avais prévu, entre guillemets, pour lui, parce que il te fait dire, non, finalement, moi, je vais faire comme ça, finalement. Je m'en fous du tout. Par exemple, il y a Nora, elle me fait ce coup-là. Ouais, ça ne m'étonne pas d'elle. Et voilà, Nora, c'est un personnage que j'imaginais plutôt secondaire et qui finalement prend de l'importance aussi dans le tome 2. Et... c'est un peu pousse-toi que je m'y mette quand même. Hein. Elle est quand même imposante comme fille. Ouais, c'est ça. Et au fur et à mesure, elle prend de l'épaisseur et de la consistance et de s'imposer. Tu tiens ton personnage. Ouais, c'est ça. Tu vas traîner tout le Non, mais je vais pas réagir comme ça. Je suis pas celle qui se laisse faire. En fait, c'est moi qui vais maîtriser le truc. Il y a des scènes que j'avais imaginées où je me disais, elle va se faire aider par un tel, etc. Et au final, au fur et à mesure de l'écriture, c'était, non, je vais me débrouiller toute seule. Alors, quand je vous dis que quelquefois les auteurs on a beaucoup de mal avec nos personnages, qui nous énervent, qui prennent la main et qui nous font écrire des choses, c'est pas nous, c'est pas notre faute. La preuve, vous voyez, Meg le dit encore une fois, on écrit des trucs, c'est leur faute. Voilà, c'est pas notre faute à nous. Ils ont envie de vivre leur propre vie. C'est ça. Et alors, toi, tu as créé un monde complet en plus, mais tu as créé la tour. La tour. Comment c'était venu cette idée? J'avoue que je ne sais pas. Non, mais quand tu as visualisé, ça t'est apparu, c'est après, en écrivant, que tu as plutôt... Non, parce que c'est un effet vertical, donc il y a quand même ce côté verticalité dans le roman et dans l'ascension qui vont passer les épreuves. Donc, c'était peut-être pour ça, ou c'est juste dans l'imagerie? Non, c'est l'imagerie, vraiment. Après, j'avais l'idée de la tour dès le début, de me dire que qu'ils allaient être réunis là. Je voulais un endroit où ils soient réunis et où ils restent un peu en vase clos, en tout cas pour la première phase, pour les premières épreuves de la sélection, puisqu'après ils partent ailleurs. Mais, et puis, j'aime bien, dans la dystopie, etc., dans ces films-là, il y a souvent des décors très grandioses.
avec des magnifiques bâtiments qui n'existent pas, dans des décors naturels. Très souvent, il y a des tours. Aussi. Il y a Voilà. souvent Donc, une tour ou quelque chose de vertical, comme si ça allait atteindre le ciel, en fait. On a l'impression dans ces… Donc, c'est peut-être ça, où je me suis dit que c'était un peu le bureau des épureurs, entre guillemets, enfin voilà, l'endroit où tout se passe, le point central de leur monde, en fait, où il y a plein de choses très importantes qui vont se passer. Ouais. Et voilà, et après, j'imaginais un peu les choses qu'il pouvait y avoir dans les différents étages. L'idée aussi, c'est en 2138 que les bâtiments ils soient autonomes en termes d'énergie. Ouais. Donc, la tour, elle est aussi développée pour avoir tout plein de ressources énergétiques qui lui permettent d'être autonome. Et dans l'histoire, ils expliquent à un moment donné que c'est en fait le prototype qui permettait de savoir si c'était possible. Donc, voilà, c'est un peu le cœur de tout le système aussi des réalistes. Alors, moi, j'ai dit dans la chronique, et quand je la remettrai en ligne, elle m'avait fait penser, quand je l'ai lu, elle m'avait fait penser à un livre que j'avais lu à l'été précédent, qui s'appelait La Tache verte, où la personne, en fait, alors elle, c'était plus un conte écologique sur quelqu'un qui tombe juste d'une tour futuriste dans une espèce de îlot de verdure et qui ne savait même pas que ça existait. Mais elle avait conçu, dans ce même système-là, ce genre de tour autosuffisante. Alors elle, c'était une pyramide inversée. Mais ça m'a fait penser à ça parce que je me suis dit, en fait, dans nos futurs et dans nos idées du futur, on voit un retour tous à la nature, machin, etc. Mais il y a toujours ce côté, on va dire, très technologique où il nous faut nous rabattre sur une espèce de bâtiment en pierre ou en verre ou en béton armé ou en ce qu'on veut en alliage, imposant et qui en impose style, ouais, attendez, les mecs, on est en 2138, on va pas vivre dans une cabane en bois. Voilà. Et donc, je trouvais que c'était rigolo parce qu'en fait, toutes les dystopies, tu parlais des dystopies, mais les sagas dystopiques, elles ont tout ce truc-là. Ils sont tous des fois dans la nature, un peu primaire. Parce qu'il y a des sagas où ils se battent avec des arcs et des épées comme au Moyen-Âge. Mais ils ont des vaisseaux spatiaux qui vont d'un coin à l'autre. Ils touchent sur la paroi. Hop, il y a l'ascenseur qui arrive, il est vitré, il n'y a rien, on voit rien. Moi, je trouve ça génial parce qu'en fait, ils font des grands écarts entre le Moyen-Âge et le futur absolu. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti quand je l'ai lu. C'est-à-dire qu'il y a des épreuves où tu as l'impression qu'ils sont en retour basique à notre vie moderne ou peut-être un peu avant. Et puis tout d'un coup, ils font un bond dans une espèce de leur vie normale, quoi, future. Et c'est assez étonnant. Et tu voulais faire passer ce genre de message aussi, qu'il y avait, tu disais, autosuffisante d'écologie ou d'autres choses, ou c'est pas quelque chose qui t'est venu à l'idée? Oui. Non, si, c'est en fait, en imaginant dans l'utopie, dans le monde que je créais, j'essayais d'imaginer des choses qui fonctionnent mieux. C'est pour ça que le prérequis à la base, c'est qu'il y a un cataclysme qui détruit pas mal de choses sur Terre pour détruire tous les systèmes existants, et puis les choses se reconstruisent sur des bases neuves. Parce que voilà, j'avais tellement de choses à changer que je me suis dit, on ne peut pas prendre le système actuel et le faire évoluer, ce sera trop long, donc on va tout casser. Oui, bah, j'ai fait ça dans un bouquin qui est réédité cette année, Liverpool Connection. Moi, j'ai tué la moitié de la planète. Comme ça, au moins, je me suis pas ennuyée. 3/4 des personnes, au revoir, bonne année, on reprend tout à zéro. Allez, voilà, c'est un moyen de reprendre les choses à la base et de pouvoir reconstruire quelque chose de neuf avec d'autres idées. Et du coup, l'idée, c'est en même temps de développer la technologie, mais en même temps de faire que les communautés qui adhèrent en fait à ce système-là, elles aient le choix de se développer de telle ou telle manière, et elles aient le choix des technologies qu'elles veulent adopter selon leurs besoins en fait, et selon leurs ressources. Et du coup, il y a des endroits où il y aura moins de développement technologique, mais parce que les gens n'en auront pas forcément besoin ou n'auront pas forcément les ressources qui permettent de le faire, parce qu'il y a toujours l'idée de, si on développe des technologies, ça coûte en termes de construction. Oui, et puis d'énergie aussi, donc il faut tenir la distance, savoir si donc, voilà, au XXIe siècle, on aura la possibilité d'avoir ce genre de choses. Ouais. Et par contre, la tour, c'est un peu l'endroit où ils expérimentent aussi les différents outils, où il y a donc les missions des épureurs qui sont assez particulières. Mais voilà, c'est un concentré d'un certain nombre de choses. Donc, dans la tour, c'est plus évolué que les gens dans ce qu'ils ont autour d'eux. Alors, du coup, on va dire une petite dernière question, mais comme
tu l'as dit toi-même qu'il y avait une suite qui allait arriver. Est-ce que quand tu as écrit le premier tome, tu as dit tout à l'heure que tu préférais les sagas, etc. Mais est-ce que tu as l'histoire qui est déjà en trame, hein, pas complètement, mais en trame, tu sais où tu vas aller dans le 3 ou le 4e tome, ou est-ce que tu n'as pas véritablement de ligne directrice? Tu vas te laisser porter comme… tu sais exactement où tu vas aller? Oh, le pauvre vieux. Quand j'ai écrit le tome 1, j'avais mon espèce de frise chronologique qui me disait un peu ce qui allait se passer avec les personnages, les grandes lignes sur les personnages principaux et puis sur l'intrigue principale. Donc, il y a des gros événements que je connais à l'avance qui vont se passer. Encore heureux, c'est l'auteur. Voilà. Quoique, tu n'es pas à l'abri que les personnages changent. Attention. Voilà. Alors déjà, là, dans le tome 2, ça suit à peu près ce que j'avais imaginé et j'ai vraiment… Là, j'ai développé l'histoire jusqu'à la fin. Je sais vraiment comment ça va se passer. Non, là, leur a dit, le 2, vous ne le loupez pas. Vous me laissez faire. À le 3, faites ce que vous voulez. Un tome sur 2. Mais, et après, dans la suite, c'est plus dans les grandes lignes que je sais à peu près ce qui va se passer. Donc voilà, là, je me concentre sur le 2. Mais il y a quand même des évolutions par rapport à des choses que j'avais prévues. Alors pareil, des personnages qui s'imposent un peu plus et qui deviennent plus importants. Et des situations… Mais on sent quand même… à la fin du 1, on sent qu'il y a des personnages qui vont arriver à être plus prépondérants que les autres. On sent qu'il y en a certains, on parlait de Nora, mais on sent qu'il y en a certains qui, même si ce n'est pas les tops du panier, ils vont avoir un impact quelconque dans l'histoire ou dans le futur de leurs petits camarades ou autres, parce que tu ne peux pas les laisser à la traîne, même si à la fin du 1, tu pouvais penser que oui, mais non. Le truc, c'est que le tome 1, il se termine vraiment. Enfin, il y a vraiment… Oui, c'est ça. Oui, alors ça peut être un one-shot aussi. Si vous n'aimez pas les sagas, vous pouvez le lire comme un one-shot en vous disant il y a une fin. Même si elle est ouverte, la fin. Mais il y a une fin. Voilà. Il y a une fin qui peut laisser dire j'aimerais bien savoir la suite. Voilà. Ou quelqu'un qui dit moi, j'aime pas les suites, donc je vais lire que celui-là. Voilà. C'est pas gênant. C'est pour ça que moi, quand je l'ai lu, je me suis dit il va y avoir forcément. D'ailleurs, j'avais dit mais il y a forcément un 2. Alors que ce n'était pas forcément implicite qu'il y ait un 2. Ça aurait pu être… Peut-être que ça allait un petit peu quand même. Moi, j'ai senti qu'il y avait un 2-3, en gros. Mais, parce que je me suis dit, elle ne peut pas finir comme ça. Mais… Après, j'ai peut-être le défaut d'être auteur aussi. Mais généralement, c'est ce que je dis à tous les auteurs. Quand je lis vos bouquins, je suis la lectrice. Je ne suis jamais l'auteur. Donc, en fait, je m'emballe par rapport à ce que moi, j'aime lire. La fois, Ninon et Marie ont stressé parce qu'elles savent que je ne lis pas de romance. Donc, quand elles ont commencé à dire, tu vas lire nos livres, non, Lisa, ne lis pas. Ne lis pas. Je dis, mais arrêtez avec ça, vous êtes insupportable. Je leur dis, mais c'est pas parce que je n'aime pas la romance que je ne sais pas en lire et qu'il n'y en a pas certaines qui peuvent me toucher ou autre. Parce que on ne sait jamais ce qu'on va avoir comme bouquin en face. Et quand on est lectrice, sûrement toi aussi, quand tu lis, tu n'es pas l'auteur, en fait. Parce que moi, je me suis aperçue que si j'étais l'auteur, je développe le livre et forcément, je râle parce que ce n'est pas du tout ce que j'aurais aimé faire. Oui, alors en fait, moi, ça, c'est quelque chose, il ne faut pas faire ça quand on est l'auteur. J'ai encore un peu de mal à me remettre dans la position de lectrice. Et je pense que depuis que j'ai commencé l'écriture, maintenant, quand je lis, j'analyse trop. Au début, c'est ce qu'on fait, Et alors, aussi bien le style, les personnages, etc. Et du coup, des fois, j'ai du mal à me laisser emporter comme je le faisais avant d'écrire. Ou alors tu te dis, oh là là, non, c'est tellement bien, je ne vais jamais écrire ce genre de truc, on va arrêter d'écrire tout de suite. Après, moi, à un moment donné, je me disais, je pense que je pensais pas que je puisse écrire un jour. Et puis, à certains moments, j'ai lu des bouquins que je trouvais bien, mais pas top. Et là, je me suis dit, en fait… moi aussi, je peux écrire ça. Non, mais voilà, ça m'a légitimée en me disant, en fait, il y a un peu tout qui sort. Donc après, je pense que chaque bouquin trouve son public selon ce que les gens aiment lire. Et au moment où tu les lis aussi. Au moment où tu les lis. Parce que, je ne sais pas, depuis, je ne l'ai pas relu. Donc, mais j'ai dit que j'allais le relire en vitesse cet été. Parce qu'en fait, je voudrais savoir, avant de poster ma chronique, si j'ai la même vision maintenant. Et parce que je me suis aperçue que quand on lit un livre et qu'on le relit peut-être 2-3 ans, ou pas un mois après, mais 2-3 ans après ou un an après, on a vieilli, forcément, mais on a emmagasiné d'autres choses. Et moi, il y avait des passages qui m'ont marqué dans Les Épureurs et j'avais envie de relire ces passages-là pour voir si c'était bien ça qui m'avait marqué. Mais en plus, marrant parce que des fois, tu
tu as des images. Moi, j'ai des images ou des scènes qui m'ont marqué. Et je les ai notées d'ailleurs à la fin du roman dans un petit post-it. Et je m'étais dit, quand tu as l'occasion, tu relis juste ces passages pour voir. Parce que c'était dans l'humeur du moment quand je l'ai lu, ou c'est parce que c'était parce que c'était quelque chose qui me marquait, que j'allais garder, comme souvent tu gardes dans des romans des trucs. Et puis il y a aussi le fait que tu as une histoire qui se déroule et quelque chose qui se délie à la fin. Et des fois, quand tu relis, enfin moi je sais certaines histoires, quand je les relis, je me dis ah ouais là, il y avait un truc planté, tu vois un truc. Ce petit détail, c'est vrai que alors ça, c'est l'apanage des auteurs, c'est-à-dire qu'on distille des petits trucs, ça et là, et que les lecteurs, soit ils le voient, soit ils le voient pas, et que quelquefois, ils se disent « Ah, mais quelquefois, ils le voient à la deuxième ou à la troisième lecture. » Moi, j'aime bien faire ce genre de choses. J'aime bien relire de temps en temps parce que ça me permet de voir des trucs que je n'avais pas vus la première fois. Donc après, oui, je ne relis pas tous les romans, sinon je ne m'en sors pas. Mais, des fois, on a aimé les personnages, alors se retrouver de nouveau avec les personnages, c'est… Ah ben là, par exemple, outre que j'ai eu la primeur de quelques pages, mais quand le 2 va sortir, forcément, je relirai le 1 complet. Parce qu'en fait, c'est quand même faire une transition. Tu peux pas, surtout dans les sagas ou dans les plusieurs tomes, tu es quand même obligé au moins de relire en diagonale, mais tu es obligé de relire parce que tu en as lu tellement entre les autres que tu dis il faut quand même que je me replonge à l'intérieur. Moi, j'ai eu juste à lire la chronique, plus ou moins, les quelques lignes que j'avais prises sur mon carnet à l'époque pour me rejeter dedans. Donc, du coup, je me suis dit ah ouais, tiens, tu vois, ça revient là, dans la petite tête. Écoute, merci Meg en tous les cas de nous avoir présenté les épureurs. Je le remets juste comme ça avec la lumière, c'est pas top. Oh si, je suis arrivée pile poil à l'avoir en entier. Ouais, nickel. Magnifique, il est beau. Merci beaucoup. Écoute, on se retrouve bientôt déjà sur ta chaîne YouTube pour les vidéos des auteurs. Elle nous cuisine, puis on donne plein de tubes, plein de trucs. Vous allez voir, c'est drôle. Puis en plus, on n'engendre pas du tout la mélancolie entre nous. Non, pas vraiment. Vous allez voir, on est terne, on fait la tranche toutes les 5 minutes. C'est horrible. Non, je plaisante. Mais allez-y, parce que profitez, elle a dit qu'elle allait sortir le 2 bientôt, donc c'est une bonne idée. Je rappelle Meg, les épureurs, et puis allez voir les vidéos de Mademoiselle, et puis allez voir aussi le Salon des Indés, parce qu'elle a animé le premier salon. Elle a fait le baptême du feu sur du cœur à l'ouvrage. Elle nous a lancé la locomotive, et derrière, nous, on était sur les rails, tranquillo. Ah, mais c'était une sacrée journée. C'était une belle journée en tous les cas. Merci Meg, à très bientôt en tous les cas. Et puis vous, à bientôt. On se retrouve, je ne sais pas pourquoi, de toute façon. J'en sais rien, vous verrez bien ce que j'ai. Oh, il fait chaud, c'est l'été, c'est insupportable. Allez, bonne journée, à bientôt. Bonne journée.